C'est Nicolas Rabuel et Nathalie Sanson qui vont intervenir sur cette conférence sur la construction paille. Ce webinaire est enregistré, donc il sera visible sur les sites internet de Résonance Paille, je pense, et du cluster ODIS. Donc, pour poser vos questions, merci de passer par le chat. On sélectionnera vos questions au fur et à mesure et en fonction de la thématique que l'on aborde, on vous donnera la parole. Au moment où on vous donnera la parole, on vous appellera par votre nom et vous pourrez réactiver votre micro, réactiver votre caméra pour poser votre question. Et donc, si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on essaiera d'y répondre par mail après ce webinaire. Je vais introduire alors cette conférence. Bonjour à toutes et à tous et un petit coucou aux têtes connues. Aujourd'hui, on va vous présenter donc la construction avec des bottes de paille, construction isolation avec des bottes de paille. Donc, il s'agit bien de la botte de paille issue de production agricole comme vous le voyez ici. Et donc, slide suivante. C'est un peu long. Donc, petit historique de la construction paille. Donc, c'est donc autour des années 1850 qu'on a commencé à observer les premières constructions en paille dans les plaines du Nebraska. Première construction paille européenne est à Montargis, en France. Ensuite, une grande date importante à retenir, première référence technique de la construction paille, c'était Walt Disney, Les Trois Petits Cochons. Le petit dessin animé que beaucoup d'entre vous connaissent et utilisent souvent comme référence quand on parle de construction paille. Au deuxième, donc années 80, retour de la construction paille en France avec des pionniers. 2006, création du réseau français de la construction paille. Autre date très importante, 2011, l'arrivée des règles professionnelles de la construction paille en France. Deuxième référence, cette fois-ci pour les vrais professionnels. Et 2021, point d'interrogation, réglementation environnementale du bâtiment à venir, impact environnemental. Est-ce que ça sera l'éveil du secteur du bâtiment? On se rend compte que les produits de construction ont un impact sur l'environnement, consomment de l'énergie et produisent des déchets. Est-ce que la construction paille apporte des solutions dans ce cas-là? C'est ce qu'on va voir. Nathalie. Donc Nathalie Sanson, bonjour à tout le monde, merci d'être là. Donc on sait qu'à l'heure actuelle, la construction paille aujourd'hui à l'échelle nationale est représentée au niveau de toutes les typologies de bâtiments et on est à peu près autour de 6 000 bâtiments en France, donc 500 nouvelles constructions chaque année. Pour information, la France est leader mondial de la construction paille. Il y a le plus de bâtiments par an construits en paille que dans toute l'Europe réunie. Et à titre d'information, en Allemagne, il y a à peu près 50 constructions en bottes de paille par an. Donc, la filière existe à la suivante, s'il te plaît. Et donc, la filière existe à l'échelle régionale et est en train de se structurer dans les autres régions. Il y a une filière qui existe à l'échelle nationale qui est le RFCP et les filières régionales en fait représentent les adhérents régionaux. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, c'est l'association Résonance Paille, fondée en 2016 à l'Écocentre par les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine du RFCP, qui les représentent sur tous les territoires, sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. À titre d'exemple, le nombre d'adhérents RFCP Nouvelle-Aquitaine est passé de 35 adhérents en 2016 à plus de 120 adhérents aujourd'hui. Alors, voilà, donc un grand homme disait l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, mais c'est le seul. Hein, il ne s'agissait que de Gandhi. Et donc, on va vous montrer des exemples de construction. Donc ici, nous avons une première maison. Donc, on va commencer par des habitats. Nous avons ici une maison qui, en apparence, ne montre pas qu'elle a nécessairement de la paille, mais c'est une maison où on voit qu'on peut allier des enduits minéraux, du bardage, des solutions de production d'énergie renouvelable avec une conception bioclimatique optimale.
Voilà, exemple suivant. On voit un autre exemple de construction de maisons individuelles avec une architecture contemporaine tout à fait classique. Hein. Donc voilà, on voit que ça permet de faire des choses qui s'intègrent totalement dans l'urbanisme et les architectures courantes. L'exemple suivant est une maison partiellement réalisée en autoconstruction, une maison sur le territoire, et pour laquelle on peut vous dire que donc cette maison de 120 mètres carrés consomme une stère de bois par an pour chauffer à 21 degrés. 21 degrés d'ailleurs qui sont à peine dépassés au plus fort de l'été. Donc une maison très confortable. L'exemple suivant. L'autre exemple justement de construction, c'est aussi d'intégrer, c'est l'intégration d'une extension sur du patrimoine ancien, comme quoi c'est possible. Sur la prochaine présentation, c'est un exemple d'architecture audacieuse. Vous avez 3 exemples, comme quoi aussi on peut construire avec des styles architecturaux audacieux en paille. Et on est passé sur de l'autoconstruction. Maintenant, on va passer sur des établissements recevant du public. Avec cet exemple, à l'échelle de notre région Nouvelle-Aquitaine et principalement à côté de Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles, où cet établissement est conçu et réalisé par des acteurs professionnels de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est un établissement scolaire privé à peu près de 7000 mètres carrés, avec murs bois paille qui sont préfabriqués en atelier. Et les murs sont enduits à la chaux, appliqués sur chantier. Tous ces matériaux sont issus de producteurs locaux. La paille est locale, la chaux est à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est pour bien montrer aussi qu'on travaille des filières locales. À titre, l'exemple suivant, c'est une école qui est à Saliès de Béarn, où là c'est une vue intérieure avec un mur en pisé pour améliorer le confort de l'école. L'exemple suivant, Nicolas. Voilà, donc cet exemple, on a là encore un bâtiment recevant du public en Nouvelle-Aquitaine, un bâtiment certifié BEPOS qui produit 5 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme, un bâtiment qui apporte entière satisfaction à ses usagers. On profite aussi de ce petit bâtiment donc pour rappeler que si la future réglementation fixe un cadre de durée de vie des bâtiments sur 50 ans, et donc ce qui fait que les constructeurs et les concepteurs de ces bâtiments n'en verront certainement jamais les étapes de déconstruction, il arrive dans la durée de vie d'un bâtiment, parfois assez tôt dans sa vie, qu'ils subissent des sinistres. Par exemple, ici, celui-ci a été victime d'inondations lors des grosses inondations de 2018. Et quand vous êtes concepteur ou constructeur d'un bâtiment et que vous devez partiellement le démolir, là vous vous rendez compte que en fait le choix des matériaux que vous avez mis dans les murs, vous avez 2 options. Hein. Le soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir 2 options d'histoire à raconter à vos enfants de ce que vous avez fait de ces matériaux. Donc en général, on a l'exemple suivant. Donc la diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas en Inde, hein, c'est pas un pays du tiers-monde, c'est en région parisienne, et c'est les déchets essentiellement du bâtiment. Donc aujourd'hui, quand on démolit un bâtiment, bien souvent, on n'a pas grand-chose, pas beaucoup de débouchés possibles à faire de ces produits-là. Pour ce qui est de la botte de paille, ça va être plutôt la diapo suivante, du coup, où là, on voit que on peut valoriser les déchets vers des solutions autrement plus enviables et sympathiques à raconter à nos enfants quand on est acteur du bâtiment. Voilà, c'était un petit clin d'œil. On va passer à la diapo suivante. Et justement, en parlant de jardin, voici un exemple de projet dont la maîtrise d'ouvrage est la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un lycée agricole qui s'appelle Les Blés en herbe. C'est le premier bâtiment en Nouvelle-Aquitaine à avoir atteint la plus haute distinction de référentiel E+C-, c'est-à-dire E4C2, avec une ossature bois, une isolation paille et des enduits extérieurs à la chaux. Il y a aussi une ventilation naturelle, une récupération d'énergie sur des eaux grises des douches, du photovoltaïque et un petit éolien. Je ne sais pas si on voit bien sur la photo, mais c'est sur le toit pointu au milieu où il y a une petite éolienne qui a été installée et à l'intérieur, il y a des murs en briques de terre crue. La petite anecdote, c'est qu'on est dans un lycée agricole et des étudiants ont participé au moulage de certaines briques. Donc, ça a permis aussi de sensibiliser les étudiants de ce lycée agricole à la construction en botte de paille.
Sur la prochaine diapo, autre exemple, là, c'est plus du logement social. C'est à Saint-Dié dans les Vosges, où là, on est parti sur des logements sociaux passifs. C'est une structure porteuse en bois massif KLH, avec du caisson rapporté, type isolation par l'extérieur rempli de paille. À titre d'exemple, pour des T4 et T5 de 90 mètres carrés, on est à moins de 110 € annuels et non pas mensuels de charges pour ventilation, chauffage et entretien des communs. Comme quoi, suivant la région et le climat des régions, la paille se prête aussi à la construction et à l'isolation. Concernant l'autre bâtiment, je laisse Nicolas poursuivre. Voilà, alors on va conclure la présentation des exemples de RP sur celui-ci. Donc, il y a un bâtiment de bureau qui était le premier bâtiment certifié E4C2 en France, hein, donc le plus haut niveau du label E+C- qui préfigure la future réglementation. Donc, c'est encore un bâtiment bois paille. Hein. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et peut-être même encore, ce ne sont que des bâtiments bois paille qui ont ces distinctions. Donc, ce bâtiment, c'est l'exemple c'est un beau projet exemplaire hein, qui met en œuvre beaucoup de technicité, beaucoup de savoir-faire, mais très peu de technologie. Donc, je ne sais pas si vous saisissez la nuance. En tout cas, c'est un projet tout à fait réussi où la conception a été poussée très, très en amont, ce qui a permis d'avoir un projet aux performances et au fonctionnement tout à fait extraordinaire avec un budget, comme vous pouvez le voir, un coût de revient au mètre carré qui est plus que maîtrisé et un bâtiment qui fonctionne très, très bien. Donc, ça permet d'appuyer sur le fait qu'une très forte compétence et expertise des concepteurs et constructeurs permet d'avoir des résultats tout à fait intéressants. Voilà pour les exemples. Alors, on va prendre une question quand même parce que ça sera beaucoup trop tard pour y répondre. Éric Moquet, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez allumer votre micro et poser votre question? Vous nous Bonjour entendez? à tous. Oui, bonjour à tous. Bonjour Donc, Eric. je vais poser simplement une question. Dans le début du commentaire, il a été fait allusion à l'utilisation de quel type de chaux. Donc, je vous ai posé par le chat une question. Est-ce que ce serait plutôt de la NHL2, de la NHL3.5 ou de la CL90? Et est-ce que vous utilisez uniquement des chaux naturels ou des chaux qui ont été préfabriqués, on va dire? Je vais prendre la réponse. Oui, vas-y. Bon, c'est une question, il n'y a pas de préconisation précise par rapport au type de show exact. Assez régulièrement, ça va être des NHL 3.5. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc ce sont des artisans, des professionnels qui vont mettre en œuvre les enduits sur différents types de projets. Et donc, chacun de ces projets nécessitera une analyse et une expertise qui sont confiées au professionnel qui va préconiser ces choix techniques en fonction des types de mise en œuvre, d'exposition à la pluie, etc., etc. Donc, votre question, soit elle concerne un projet précis, auquel cas il faut demander à l'entreprise quelle composition il a utilisé pour ses enduits. Ce sera systématiquement des enduits perspirants. Par contre, on ne peut pas généraliser sur une réponse pour cette question-là. Et alors, j'en D'accord. profite parce que vous le verrez dans les inscrits, dans les personnes inscrites, on a une large représentation de Saint-Astier, donc Chaux-Fournier. Donc, n'hésitez pas, les coordonnées des personnes présentes à ce webinaire seront envoyées. Si vous avez des questions techniques ou autres, n'hésitez pas à prendre contact les uns avec les autres après ce webinaire. D'accord. Juste une petite réflexion. J'ai fait il y a environ 10 ans à Charade, donc une maison construction paille, où les mélanges étaient de 2 volumes de NHL 3.5 avec un volume de CL 90, ce qui pourrait correspondre à une NHL 2 grosso modo. Voilà, donc un produit totalement naturel sans ajout de quoi que ce soit à l'intérieur. Voilà, je coupe mon micro. Merci pour ces précisions. On continue? Oui, du coup. Donc maintenant, on va aborder la thématique des techniques. Tu peux
Donc, de nombreux essais ont été réalisés par le RFCP pour connaître les réactions et les comportements de la paille dans de nombreuses situations. Tous les rapports et analyses sont disponibles sur le site du RFCP. On vous mettra les liens à la fin. Donc, ce qui a permis, diapo suivante, F, s'il te plaît, de caractériser la botte de paille. Ça nous a permis de connaître les performances thermiques qui permettent de réaliser des constructions qui nécessitent peu ou pas de moyens de chauffage et permettent surtout de s'affranchir du climatiseur. Sur une bonne botte de paille, vous avez les indications sur le slide, idéal en fait, c'est une densité comprise entre 80 et 120 kg par mètre cube avec un taux d'humidité inférieur à 20%, des ficelles solides, une paille propre et des faces planes. De toute façon, on le verra au fur et à mesure, on vérifie les bottes de paille, aussi bien chez l'agriculteur et aussi bien quand elles arrivent sur le chantier. Donc, il y a un testeur d'humidité qui vous donnera le taux d'humidité de la botte de paille. Diapo suivante. Du coup, on distingue 3 familles techniques de construction paille. Il y a la technique du remplissage, la technique où la paille est structurelle, c'est la paille qui va porter les charges, et l'autre technique qui est l'isolation thermique par l'extérieur. Un exemple de technique. Donc ici, donc on voit un écorché de caisson. Hein, donc on voit que la paille est entre deux ossatures porteuses et les parements peuvent être au choix, hein, donc des bardages, des enduits, des plaques minérales et autres. On a pas mal de choix. Sur l'exemple suivant, on voit du coup un peu plus en détail. Donc là, on voit une botte de paille qui est posée verticalement. Elle peut aussi être horizontale, donc dans une ossature qui sera porteuse et qui respecte les règles de construction, les DTU, notamment de la construction bois. Un exemple suivant. Donc là, ce que nous voyons, ce sont des murs qui ont été préfabriqués en atelier, où les murs ont été apportés sur chantier sans les bottes et les bottes sont mises en œuvre sur chantier. Ici, on voit que les bottes sont mises complètes, ce qui laisse des espaces entre les bottes qui doivent être comblés avec un autre isolant. L'idéal étant que ce soit quand même de la paille pour garder la même nature. Et on a des techniques où, par exemple, les bottes sont entaillées pour venir s'insérer dans les montants d'ossature et être bien collées les unes aux autres, bien jointives. Voilà, l'exemple suivant. Sur l'exemple suivant, ici, l'ossature est assemblée avant. Les bottes de paille en fait arrivent sur le chantier et sont montées en quinconce. Elles peuvent être justement dans l'ossature, derrière ou devant, comme ici, dans une ossature secondaire. Vous voyez en fait les sangles, c'est une autre technique qui permet de compresser la paille. Dans l'exemple suivant, justement, on aperçoit une technique hybride de la paille porteuse. Les sangles vont permettre de bien compresser la botte de paille et c'est une lisse hausse et une lisse basse où la paille sera mise en œuvre. Les bottes de paille sont comprimées en fait dans le mur et l'ossature peut être dimensionnée au minimum. Sur l'exemple suivant, justement, on voit un mur construit en grosses bottes de paille porteuse. Ce qu'il faut préciser, c'est que quand vous employez la technique de la paille porteuse, les bottes de paille ont une grosse densité et au niveau longueur sont aussi assez incroyables. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas d'ossature structurelle. C'est la paille qui va venir porter les charges. À titre d'exemple, il y a la première école qui est sortie à Rosny-sous-Bois en Île-de-France l'année dernière, où c'est une technique de la paille porteuse qui a été utilisée et la maîtrise d'ouvrage, c'est la mairie de Rosny. Et ils ont tellement été impressionnés par le comportement de la paille et ses caractéristiques techniques qu'ils partent sur la construction en fait du centre de loisirs. Sur l'exemple suivant, c'est une isolation thermique par l'extérieur, où là les bottes de paille sont insérées entre une ossature et solidement arrimées au mur. Donc comme quoi c'est possible aussi d'isoler par l'extérieur. En synthèse, la construction
en bottes de paille permet vraiment d'atteindre les meilleurs niveaux de confort que l'on peut trouver à notre époque, aussi bien au niveau du confort d'été que du confort d'hiver. Donc là, je vais laisser la part aux questions. Eve? Il y a eu un petit débat sur le chat concernant, alors Laurent, je n'ai pas votre nom, si vous souhaitez prendre la parole, c'est par rapport à la conductivité. Et Émeric Prigent a fait une réponse. Oui. Donc la conductivité, il y a une question sur la question du 0,048 ou 0,052. Donc Nicolas, Nicolas ou Nathalie, si vous pouvez répondre. Oui, tout à fait. Bah, je vois effectivement qu'il y avait la réponse dans le chat. Donc le 0,048, hein, la valeur de conductivité thermique, vient de l'avis technique européen fait par les Allemands, qu'on peut utiliser en France pour prendre dans le cas des calculs réglementaires thermiques pour la botte de paille. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Et Laurent, bonjour, Laurent Billot, bureau d'études BE. Non, alors je rectifie parce que j'ai échangé dernièrement avec le CIREMA et la Bréal par rapport à cette valeur qui circule sur Internet, mais comme je l'indique, c'est une valeur en fait déclarée, c'est une conductivité déclarée, et en France, en fait, en calcul RT, on n'utilise que des valeurs utiles. Donc, elle est pénalisée de 15% cette valeur. Donc, malheureusement, ça donne une conductivité moins bonne que la valeur tabulée RT. Donc, il faut retenir, c'est pas 0,048, mais c'est 0,052. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez étudié l'avis technique allemand qui a justement fait les mesures de conductivité thermique selon la 12667 et qui applique déjà un coefficient, un malus à cette valeur? Oui, mais cet ATE, en fait, ça devrait aboutir normalement sur un certificat CE pour être reconnu en France. Or, la paille n'étant pas en fait un produit industriel, eh bien, il n'y aura jamais de certificat CE. Et donc, le 0,048 ne pourra jamais être utilisé tel quel. D'ailleurs, si vous regardez bien, Approche Paille, qui est l'organisme de diffusion un petit peu de technique paille en France, eh bien, justement, a mis lambda D, lambda, donc conductivité déclarée, sur sa fiche technique qui évoque le 0,048. Et c'est eux qui m'ont répondu, justement. Ça porte un petit peu à confusion et c'est dommage. Donc, c'est bien 0,052 qu'il faut retenir. Ok, donc là, visiblement, il y a matière à creuser pour améliorer les choses. Enfin, merci en tout cas pour votre partage. Deux questions techniques également. Alors, Jean-Marie Husson, si tu peux allumer ton micro et ta vidéo pour poser la question. Non, oui, ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est. Si, je pense. Merci Eve. C'était simplement une petite question pratique. Les photos qui sont présentées, on voit toujours des parties courantes. Mais comment sont réalisés les pignons en fait? En limitant bien sûr les ponts thermiques. Comment c'est traité? Alors, l'idéal, c'est quand on a une isolation horizontale de toiture et du coup des combles froides. Comme ça simplifie vachement l'isolation des pignons. Si toutefois il faut isoler les pignons, les bottes peuvent être taillées à la forme souhaitée pour rentrer dans les ossatures. J'imagine que c'est la question, comment on fait des triangles avec les bottes de paille. Oui, c'est Donc ça. on les retaille et on comble les trous éventuellement avec des poupées. On vient torsader de la paille et combler les trous avec sous pression, en compression. On arrive à garder la même compression dans les bottes? Quand on s'applique, oui, et qu'on sait faire surtout. Tout ça, D'accord. c'est vu en formation. Ok, merci. Autre question, Bastien Monté, si vous nous entendez, merci d'allumer votre micro et poser votre question. Oui, c'est juste pour savoir, au niveau de la compression, il y a une valeur, la restante de la paille ou pas?
Alors, je suis pas sûr de En comprendre France, la question, ou en tout cas Pour sa avoir finalité. un type de comparaison par rapport au béton, comme ça. Pour reprendre des centres de charge, par exemple, savoir comment la paille va se comprimer Voilà, voilà. pour combien de tonnes on lui met dessus, c'est ça? Est-ce qu'il y a des essais qui ont été Alors, il y a un faits? groupe, tout à fait. Donc, il y a un groupe de travail, le groupe de travail sur la paille porteuse, qui a fait un certain nombre d'essais. D'ailleurs, il y en a eu dans notre région, au lycée technique de Bellac. Personnellement, je n'ai pas tous les détails techniques et tous les chiffres en tête, mais si c'est une question qui vous est nécessaire, si c'est une info qui vous est nécessaire, on peut vous mettre en relation avec ces gens-là. Sachez qu'aujourd'hui, la paille porteuse ne rentre pas dans le cadre des règles professionnelles. C'est toujours une technique en cours de développement, et il y a de nombreux essais, dont ceux-là, qui sont en cours pour caractériser précisément ces valeurs qui sont actuellement inutiles dans le cadre de remplissage paille dans une ossature. D'accord. Merci. Alors justement, il y avait une question de notre cher collègue Benjamin Leroux. Benjamin, si tu peux ouvrir ton micro. Première question, Nicolas vient d'y répondre. En revanche, il y a une deuxième question que tu te posais. Oui, la question que je me posais, c'était, c'est un petit peu coupé, mais je me posais une question par rapport à l'ITE, par rapport à l'isolation thermique par extérieur. Est-ce que l'ITE est décrite dans les règles professionnelles, d'une part, enfin, et aussi quelle est l'épaisseur minimum de paille qu'on peut mettre en isolation thermique par l'extérieur pour que ce soit efficace et techniquement possible? Aujourd'hui, les projets d'ITE pilotent, hein, parce que c'est pareil, l'ITE aujourd'hui donc l'isolation thermique par l'extérieur fait partie des techniques non courantes pour l'isolation thermique par extérieur en paille. Il n'y a pas encore de règles professionnelles validées. Les exemples donc existants sont sur des bottes, soit des bottes ordinaires, des bottes de 37 cm d'épais. Donc on est sur des épaisseurs conséquentes, ce qui permet de rendre passives les maisons isolées si le reste suit. Et après, les plus petites bottes qu'on peut voir en France aujourd'hui, il y a eu des expérimentations en 22 cm qui permettent d'avoir le R de 3,45, je crois, pour le crédit d'impôt. C'était l'objectif visé de ces 22 cm précis. Voilà les exemples aujourd'hui. Alors, j'avais pas vu la question pareil, c'était la paille porteuse. Il y a une personne qui avait une question, je la retrouve pas. Est-ce que c'est la paille porteuse se pose à la main? Il faut utiliser un engin de levage? Oui. Les bottes en paille porteuse sont très lourdes, elles sont très denses, donc à la main c'est impossible. Il faut un Manitou pour pouvoir les placer aussi. Et non, à la main c'est. Je crois qu'au bout de deux vous allez arrêter. Alors pour les grosses bottes, hein, on tient à Oui, pour les préciser, grosses bottes. celle que vous avez vue en exemple. On fait de la paille porteuse en petites bottes également, où là pour le coup vous pouvez manuporter les bottes de paille au même titre que les bottes en isolation. Voilà. On peut trouver, on avait fait une formation il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps au cluster sur le sujet. C'est aussi faisable. Et deux dernières questions. Tigref, je ne sais pas si vous m'entendez, vous aviez une question par rapport aux filières locales. Et les exemples que vous avez cités tout au début du webinaire, je voulais savoir justement, vu que vous avez parlé du chaud local, la paille locale, où est-ce que les cabinets, enfin, d'architectes ou le bureau d'études se fournissent finalement pour pouvoir mettre en place tous ces chantiers. On a fait un gros travail avec Nicolas pour sécuriser justement l'approvisionnement et on va l'aborder justement dans les prochaines de slides. J'espère que vous y trouverez vos réponses. Mais le but justement, c'est de trouver des agriculteurs locaux qui puissent fournir dans un rayon de 50 à 100 km le chantier. Le but, c'est pas de faire venir des agriculteurs du nord de la France. C'est vraiment de travailler filière courte et locale et énergie grise. Et ce qu'on a travaillé aussi, c'est que les départements soient aussi interdépendants. On sait en Gironde qu'il y a quand même un gros, c'est des exploitations agricoles, vinicoles, vous voyez, je fais l'erreur. Et le but sur la Gironde, par exemple, c'est de savoir à l'avance justement l'état de la production agricole
et ce qui nous permet, quand on va avoir des projets, de savoir que d'autres départements vont pouvoir fournir la Gironde parce que la Gironde n'aura plus la capacité, par exemple, à un moment, de pouvoir approvisionner des chantiers. Par exemple, sur du site Gironde, où il va y avoir un futur projet là avec le département, sur le sud Gironde, je ne vais pas, par exemple, essayer de trouver des agriculteurs en Nord Gironde parce qu'au niveau circulation, c'est impossible à gérer. Et par contre, là, je vais essayer de partir sur proche, par exemple, Lot-et-Garonne. Je vais essayer, en fonction du chantier, et c'est pour ça on va le préciser sur la suite des slides, c'est vraiment de travailler tout de suite très en amont avec la filière régionale. La filière régionale va vous permettre justement de vous trouver ces contacts-là et de permettre aussi de réserver la boîte de paille. Il faut savoir que dès que vous travaillez votre projet, la boîte de paille, il faut la réserver très en amont. De dire à l'agriculteur, voilà, vous me réservez tant de bottes de paille parce que j'ai un projet qui va arriver. Et en fonction, les moissons, c'est juillet. Donc, si vous avez un projet qui risque de démarrer, vous travaillez en amont dessus au mois de juin, au mois de juillet, vous avez déjà calculé votre nombre de bottes de paille pour pouvoir les réserver. Donc, le but, c'est vraiment de très travailler là. Et la filière régionale est là pour vous apporter tous ces éléments-là, les contacts d'agriculteurs, les contacts de professionnels. Et c'est le but aussi, c'est vraiment de développer, de professionnaliser cette filière régionale. Donc, les éléments de contexte, donc bon, ça n'échappe plus à personne hein, désormais que nous avions été peut-être un peu gourmands et qu'il faudrait fortement, voire très fortement, réduire nos consommations d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre et notre production de déchets. Donc, la paille est très performante et permet d'aller plus loin dans l'amélioration de notre confort et dans notre cadre de vie. Et on va voir, est-ce que cela se fait au détriment de l'impact environnemental? Donc, justement, ce que vous avez sous les yeux, c'est un extrait de la base IGNIES, donc qui est la base nationale où vous trouverez toutes les informations officielles de performance environnementale des produits. Et donc là, on voit que la paille, la botte de paille pour 1 mètre carré d'isolation en paille fait office de puits de carbone, va stocker 14 kg de CO2. Et donc ça, c'est plutôt excellent. Donc, ça permet de réduire l'impact environnemental d'un bâtiment. Si on regarde l'exemple suivant, qui sera peut-être plus parlant, en quoi concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous avons 3 maisons strictement identiques, mais avec des compositions différentes. La première, le projet de base étant une maison construction bois sur dalle béton, isolation ouate de cellulose. Celle du milieu, on y reviendra après, mais vous avez déjà deviné. Et la troisième, c'est une maison donc exactement similaire en termes de dimension et de configuration, mais qui cette fois-ci est en bloc béton, une isolation extérieure en polystyrène, une dalle béton, etc. Voilà. Donc, et celle du milieu, j'y reviens. Nous avons notre maison en ossature bois, isolation en paille, plancher bois isolé en paille. Et donc, vous avez compris, le graphe le plus bas est celui qui est le plus performant du point de vue environnemental. Et donc, on comprend très rapidement que l'isolation paille va permettre de faire des grosses économies sur les émissions à la fois de gaz à effet de serre, mais aussi les consommations d'énergie. On va passer au point suivant, qui est souvent la question, c'est la ressource. Donc la France, qui a été longtemps grenier du monde, est toujours un gros producteur de céréales à paille aujourd'hui. Donc si on prend uniquement la paille de blé, hein, donc au niveau national, on produit en moyenne, en fonction des années, ça varie d'1 million de tonnes, à peu près 1 à 2 millions de tonnes. Et donc là, nous avons pour 28 millions de tonnes la répartition des usages. Donc vous voyez que à peu près, il y a à peu près 30%, un peu moins, 26% qui va être utilisé pour l'élevage. On va avoir du coup en besoin pour isoler 100% des constructions neuves. Donc là, on a pris tous les besoins de construction neuve dans l'habitat, dans le tertiaire, dans le public, dans l'agricole, dans l'industriel, dans le commercial, plus 100% du besoin pour la rénovation. Bien entendu, tout ça sur une épaisseur de 37 cm, donc un R de 7. Et donc, vous voyez qu'au final, si on convertissait toute la France tous les ans en paille, 100%, eh bien, il resterait encore quasiment 50% de paille dont on ne saurait pas quoi faire. À savoir que si on considère donc un retour au sol de 25%
de la paille exportée pour maintenir les niveaux de matière organique nécessaires dans les sols. Hein, donc c'est ce qu'il faudrait en moyenne. Donc il resterait toujours beaucoup de paille, sachant que cette paille qui aujourd'hui est laissée sur les sols, si elle n'est pas enfouie, 80% du CO2 qu'elle stocke retourne dans l'atmosphère. Voilà. Donc vous comprenez que entre de la paille qu'on va abandonner sur les sols, comme on le fait beaucoup aujourd'hui, et de la paille qu'on va mettre durablement dans ces murs, hein, ce que je vous ai pas dit en introduction, c'est que les constructions de 1850, elles sont encore debout aujourd'hui. Donc, on a quasiment, enfin, on a plus de 150 ans de retour d'expérience. La maison Feuillette, qui appartient aujourd'hui au réseau français de la construction paille, donc qui fête ses 100 ans cette année, est instrumentée et suivie. Donc, la paille est bien l'isolant pour lequel on a le plus long retour d'expérience connu en France. Hein, et après 150 ans, elle est toujours passive. Voilà, je vous invite à comparer les performances d'un autre isolant jaune qu'on a commencé à mettre dans les années 60-70 et qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas forcément dans un bon état dans nos combles. Pour la diapo suivante. Alors, on m'entend toujours, c'est un petit peu lagué, je ne sais pas si tout va bien. Oui, tout va bien, Nicolas. Ok. Donc ici, ce qu'on va retrouver, donc c'est les répartitions de la production. Hein. Donc on a étudié les gisements de paille au regard des besoins. Donc on a comparé quelles étaient les quantités de paille produites par département et quelles étaient les consommations, notamment liées à l'élevage. Et donc ça nous donne la diapo suivante, sur laquelle on va voir les disponibilités et les flux que vont engendrer ces disponibilités sur les territoires. Donc, évidemment, on se rend compte que des zones d'élevage comme le Limousin, par exemple, vont être très défavorisées en paille, hein, et du coup vont venir à manquer pour le marché, si toutefois ce marché venait à atteindre des proportions où la paille serait abondamment utilisée dans la construction. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la construction paille, ça reste toujours un marché minoritaire, un tout petit marché, et qu'en l'état actuel des choses, on trouve de la paille partout. Hein. Quand on fait une centaine de constructions par département, il y a largement dans chaque département suffisamment de paille à disposition pour faire ces 100 constructions. On pourrait même multiplier par 10 et ce ne serait pas encore un problème. Hein, donc le rouge que vous voyez et les flux vont vraiment être effectifs dès lors que le marché se développera considérablement. Et donc, dans ce cas-là, on verra que la paille devra faire peut-être 100 voire 150 km. Mais si dès aujourd'hui on interdisait à tout isolant de faire plus de 150 km, je pense que le choix serait très restreint. Voilà, et on va passer à la diapo suivante. Justement, par rapport à la ressource, le marché de la construction, on a mis justement à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine que, pour rappel, le marché de la construction en Nouvelle-Aquitaine, on remarque qu'il se concentre essentiellement sur le front atlantique avec une dominance significative en Gironde. Donc, comme le disait Nicolas, on aura vraiment ce qu'il faut pour pouvoir construire en paille. Alors, il y avait une question sur les produits chimiques utilisés en agriculture dans la paille. Si on avait des informations, Nicolas, à ce sujet. Et quid de l'émission de COV, de composés organiques volatiles. Voilà, donc est-ce qu'on retrouve donc des produits nocifs dans la paille en fonction du type d'agriculture utilisé? Alors vous pouvez télécharger la fiche hein, justement d'information sur les COV sur le site du RFCP dans la rubrique des essais. Ce que cette fiche démontre, donc pour une paille tout à fait industrielle, enfin en tout cas conventionnelle, donc qui a subi des traitements, qui a servi d'échantillon pour cet essai et justement répondre à cette question, eh bien parmi les 11, il me semble que c'est 11 hein, éléments qu'on va rechercher dans le cadre des COV, aucun n'a été trouvé, hormis un qui apparaît au stade de trace. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait aucun autre isolant qui fasse mieux que ça à ce niveau-là. Donc voilà, soyez rassurés, aujourd'hui on ne trouve rien dans la paille, même quand elle a été produite de manière conventionnelle.
Alors, il y a une question complémentaire d'Éric Moquet au sujet des émissions de composés organiques volatiles en fonction des liants utilisés. Est-ce qu'il y a des études à disposition sur cette question? Alors, je pense que là, ça serait, peut-être on va la garder pour la fin, si on a le temps pour un échange avec les autres participants, parce que pour le coup, c'est les fabricants de liants qui sont tenus de produire ces fiches de renseignement et en l'occurrence, ça reviendrait au même si on demandait aux producteurs de liants de fournir des informations sur la paille. Donc là, c'est à eux qu'il faut demander ce genre de choses. Voilà, donc nous avons vu de beaux exemples, des données prometteuses, ça pour que vos projets soient bien réussis, mais cela ne sera pas possible sans les bons outils, hein, comme tout bon artisan. Donc, le plus important, celui qui change tout, c'est celui-ci, ce sont les règles professionnelles de la construction paille. Hein, donc, ces règles professionnelles, elles vont regrouper la capitalisation de plus de 100 ans de savoir-faire et de retour d'expérience sur la construction paille. Rien que ça. Donc, elles sont consolidées par plusieurs centaines de milliers d'euros d'essais en laboratoire, hein, réalisés par le RFCP en partenariat et avec le soutien de nombreux instituts et également gouvernements régionaux et autres. Enrichi par des milliers d'heures de contributions bénévoles de plus d'une trentaine d'experts professionnels. Elles sont aussi régulièrement mises à jour et actualisées par le RFCP au fil de l'évolution des connaissances et des améliorations validées par la profession et les partenaires. Ces règles pro, elles couvrent les principales techniques de mise en œuvre de la botte de paille dans une structure porteuse, hein, qui peut servir de support d'enduit. Elles sont très importantes, et ça c'est la petite phrase qui va bien quand vous avez des questions taquines d'un bureau de contrôle, ces règles professionnelles, donc elles sont validées par la C2P, la commission produit de l'AQC, et sur liste verte de l'AQC. Ce qui veut dire que grâce à ces règles professionnelles et à ces validations, ça rend la construction paille qui est faite donc conformément à ces règles pro comme une technique dite courante d'isolation. Voilà. Donc au même titre que toutes les autres techniques courantes actuellement sur le marché. Donc l'essentiel est de respecter ces règles pro et il n'y a pas de raison d'avoir de blocage vis-à-vis des bureaux de contrôle notamment. Sur la slide suivante, on voit que justement, qui dit respect d'un savoir-faire, dit apprentissage de ce savoir-faire. Et donc, le réseau français de la construction paille développe, met à jour et diffuse des référentiels pédagogiques. Donc, celle qui est à destination des professionnels, la formation ProPaille, qui est une formation de 5 jours, qui est la seule formation, je dirais, officielle et reconnue aujourd'hui en France, accréditant un professionnel, qu'il soit concepteur, bureau d'études, architecte, constructeur, donc charpentier, maçon, maison-d'usure, etc., comme étant compétents sur la spécialité paille. Hein, cette formation est destinée à des professionnels qui sont déjà compétents dans leur domaine, dans leur métier, et qui leur permet d'acquérir en 5 jours la compétence, l'expertise supplémentaire paille. Voilà. Sur le point suivant, Nat. Et justement, je reprends la suite. Qui dit formation dit des professionnels accrédités. Donc, une question, nous, qu'on dit à chaque fois avec Nicolas, c'est est-ce que vous confierez votre santé à des personnes qui ne sont pas formées depuis 30 ans et qui ne se remettent pas en question? Si oui, tant pis pour vous. Sinon, en tout cas, la construction paille, la filière de la construction paille ne se permet pas ce genre de négligence, que ce soit réglementairement, culturellement ou simplement à l'amélioration de l'état des connaissances du bâti, c'est un secteur qui évolue. Aussi, le RFCP est actif dans l'actualisation des référentiels techniques et pédagogiques, et les professionnels adhérents au RFCP et accrédités ProPaille sont vraiment un gage de sérieux et de compétences actualisées. Donc, ce qu'on a mis en place comme outil à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a créé un annuaire de professionnels qui sont adhérents au réseau et qui ont passé la formation ProPaille, qui est visible avec le petit logo ProPaille. Donc, cet annuaire est téléchargeable sur le site internet et il est mis à jour à chaque fois que nous avons une nouvelle inscription et un nouveau professionnel formé ProPaille.
Donc, vous trouverez le lien à la fin des slides de toute façon. On le mettra en téléchargement. Vous avez aussi comme autre outil le site internet nouvelle-aquitaine.constructionpaille.fr qui propose un annuaire des professionnels de la construction paille, aussi bien sur la région Nouvelle-Aquitaine que dans les autres régions. Nous avons tous le même squelette. Toutes les régions en fait des filières régionales de la construction paille ont le même squelette de site internet. Les informations changent parce que ce ne sont pas les mêmes professionnels, mais vous retrouverez sur tous les sites régionaux un annuaire des professionnels formés et recensés sur la région. Un autre outil aussi sur le site national rfcp.fr, vous avez une carte de France où sont recensés aussi tous les professionnels à l'échelle nationale. Donc, et il y a aussi un petit moteur de recherche qui vous permet de choisir architecte, bureau d'études, maîtrise d'œuvre, quelle technique, agriculteur, centre de formation. Donc, sur le site national, vous avez toutes ces informations si vous avez besoin justement de trouver des professionnels ou de vous former. Un autre site internet, et là on vous a mis pour pouvoir recenser aussi les bâtiments, c'est le RFCP, j'en ai parlé, nouvelle-aquitaine.constructionpaille.fr, j'en ai parlé, et celui auquel vous pouvez aussi accéder, c'est le Centre national de la construction paille-feuillette.fr qui est à Montargis et qui propose aussi des informations sur la construction paille. Donc, on passe à une autre thématique qui sont justement les questions que vous allez vous poser et auxquelles on va répondre. Voilà, donc justement, on commence à être habitué. Donc, on a anticipé certaines questions, donc notamment sur la question des assurances. Alors bon, parmi vous, peut-être que certains ont déjà eu pas mal d'expérience par rapport à ça. Donc, en tout cas, la situation au final se résume assez simplement dès lors que vous êtes dans une situation où vous respectez le cadre des règles professionnelles de la construction paille, l'assureur couvre le projet en technique courante. Hein, et donc, une fois qu'il a pris connaissance du document des règles professionnelles, il n'y a pas de problème. Et après, pour les autres cas de figure que vous avez pu voir dans cette présentation, notamment la paille porteuse et l'isolation thermique par l'extérieur, qui sont aujourd'hui en dehors du cadre des techniques courantes. Donc là, il faut s'armer de professionnels en capacité de justifier de la tenue mécanique, de la viabilité du bâtiment. Donc, ça va être des notes de calcul, ça va être des essais, ça va être un certain nombre de choses, accompagnées par un bureau de contrôle pour valider tout ça. Mais ça se fait, c'est pas impossible. Il y a beaucoup d'expérimentations et de projets, heureusement, qui expérimentent ces choses-là. Le point suivant, donc les bureaux de contrôle, justement, c'est aussi la question qui se pose souvent. Donc, un bureau de contrôle, c'est un professionnel qui est tenu également de se mettre à jour et d'être au courant des nouvelles techniques courantes, justement, c'est le cas de le dire. La paille, donc en tant qu'isolant support d'enduit dans une ossature porteuse, est une technique courante. Et donc, avant de vous opposer tout un tas d'arguments, il est tenu de bien faire son travail et de lire les règles pro. Voilà, si toutefois, c'est pas déjà fait. Et ensuite, pour les autres techniques, eh bien, c'est comme je le disais tout à l'heure, donc il faut s'accompagner de justificatifs qui seront donc produits par des professionnels, des bureaux d'études et autres, et accompagnés par ce bureau de contrôle. Donc choisissez-les très en amont, prenez-en qui ont déjà des expertises dans le domaine, il y en a. Hein, je ne dirai pas des noms, mais il y a des grands bureaux de contrôle qui se sont donné les moyens d'avoir des experts en interne référents des matériaux biosourcés. Demandez ces bureaux de contrôle-là, qui ont des gens qui sont tout à fait compétents et capables de vous accompagner sur des projets un petit peu atypiques. Et on vous encourage à en faire. En tout cas, si vous êtes bien accompagné, il n'y a pas de souci. La slide suivante. Les coûts, on nous demande souvent les coûts. Donc, 1 mètre carré de paille, donc de mur en paille avec des bœufs de 37 cm, il faut compter en moyenne 7 € en fourniture. On observe, et donc là, prenez des pincettes, ce sont des fourchettes qu'on vous donne. On observe donc des chantiers en autoconstruction où les coûts démarrent à 800 € du mètre carré, donc prix fini pour la maison.
Hein, donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas des chantiers autoconstruction à 2500 €, il y en a aussi. Et les constructions neuves, un prix minimum, un prix plancher qui va démarrer à 1300 € hors taxe du mètre carré. Le prix moyen constaté étant plutôt autour de 1600, 1700 €, voire en région bordelaise, plutôt autour de 1800, 2000 € hors taxe du mètre carré. Voilà pour les coûts. Je te laisse sur les coûts. On a une question, et comme on est dans la thématique, en réhabilitation, une notion de oui. coût. Alors là, c'est dur à dire. Aujourd'hui, la botte de paille est quand même assez peu utilisée en réhabilitation. Le cas de la réhabilitation, on pourrait l'imaginer, soit c'est de l'isolation de comble, soit de l'ITE. L'ITI étant quand même assez compliqué au vu de la taille de la botte de paille. Donc ITI, isolation thermique intérieure, excusez-moi, et ITE extérieure. On est cruellement démunis de quoi vous donner. Enfin, il serait complètement non représentatif, étant donné qu'aujourd'hui, ce sont majoritairement des projets soit d'autoconstruction, soit tout à fait expérimentaux. Donc là, prenez les coûts de fourniture qu'on vous a donnés et associez-les aux autres coûts de fourniture et de main-d'œuvre. Ça vous donnera une approche, sachant que la botte de paille, si vous comptez des professionnels qui ne savent pas vraiment faire à l'origine, comptez 4 fois plus de temps. Voilà. Donc ça, là, ça peut revenir un peu plus cher. C'est vraiment, aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Donc ensuite, le cas des marchés publics. Donc, qu'est-ce qui peut encourager des marchés publics à s'approcher de la botte de paille? Donc, les bons arguments, ça va être effectivement tout ce qui est objectif de labellisation bas carbone. Alors jusque-là, on avait le label E+C- hein, qui va pousser jusqu'à la future réglementation, qui rendra du coup réglementaire ces niveaux de performance. Mais on l'a vu, les meilleurs niveaux ont été atteints aujourd'hui principalement par des bâtiments en paille, grâce notamment au phénomène puits de carbone de la botte de paille, qui lui permet de faciliter l'accès à des bons niveaux de performance environnementale à ce niveau-là, tout en ayant d'excellents niveaux de performance énergétique qui sont aussi conditionnés, qui conditionnent les bons résultats. Ce qui est indispensable quand on fait un marché public comme ça, c'est de bien définir les règles et les exigences. Hein, donc on l'a vu, des professionnels formés obligatoirement, anticipés, et ça devrait bien se passer. Voilà. Et pour le reste, c'est les mêmes leviers que les autres matériaux biosourcés. Vous avez une publication qui a été présentée, qui est sortie hier. Je sais, il me semble qu'elle a été retirée temporairement, peut-être pour des mises à jour, mais elle devrait revenir très bientôt du ministère, justement pour faciliter la commande publique, enfin les matériaux biosourcés dans la commande publique. Le point suivant, les points de vigilance. Voilà. Donc comme on a essayé de bien vous faire passer le message, la filière construction paille n'a pas de moyens marketing pour se permettre de vendre de la médiocrité, et a priori elle n'en aura pas, c'est pas l'objectif. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir des projets ratés, ce serait une extrêmement mauvaise publicité, et elle n'a pas besoin de ça au regard de son niveau actuel de popularité, enfin en tout cas la taille de marché étant trop faible. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que pour faire de la construction paille, il faut se donner les moyens de faire des projets de qualité, c'est-à-dire se former pour commencer, être sûr d'avoir les compétences nécessaires. Et il ne s'agit pas de poser un produit high-tech où la technologie et le savoir-faire a été mis chez le fabricant. Là, c'est l'inverse. C'est vous qui avez le savoir-faire. Donc, vous avez le savoir-faire et ça passe. Vous n'avez pas le savoir-faire, vous laissez passer. Voilà. Si il n'y a pas les moyens à l'origine pour faire un beau projet, c'est pas un souci. Vous avez plein d'autres choix d'isolants pour ça, mais la botte de paille ne sera certainement pas celui à utiliser. Voilà, donc ensuite, je te passe la main, Nathalie. Donc, pour finir, pour qu'on ait le temps de passer aux questions, les liens utiles. Vous souhaitez justement vous former à la formation ProPaille. Vous avez un agenda des formations en France ou en Nouvelle-Aquitaine sur le site régional et sur le site national. Il y a une page formation. Vous avez construit en paille, aussi bien les architectes que les artisans. On aimerait bien aussi recenser toute cette construction. Donc, on a recensé aussi des constructions existantes et il y a aussi des fiches de recensement mis à disposition pour pouvoir rendre visibles tous ces bâtiments construits en paille.
Nous, ça nous permet de donner de la visibilité à toute cette filière-là. Vous pouvez aussi trouver des pros dans la base nationale ou en Nouvelle-Aquitaine, toujours sur le site national et le site régional. Et nous avons aussi réalisé un cahier des charges de la botte de paille de construction en direction des agriculteurs. C'est-à-dire que quand on va les voir, et s'ils sont intéressés, on leur laisse un petit cahier des charges où on explique le réseau et la filière régionale et la botte de construction, qu'elle doit respecter certaines caractéristiques et aussi comment fonctionne Résonance Paille et leur expliquer que s'ils adhèrent au réseau, ils seront visibles, ils auront une fiche contact, ce qui permettra quand des maîtrises d'ouvrage ou des architectes ou des artisans souhaitent mettre en œuvre la botte de paille, ils seront référencés aussi sur le site national et le site régional. Donc, pour plus d'informations sur la diapo suivante, nous avons mis les différents liens des sites internet. Et si tu veux bien les montrer. Donc, vous avez vraiment le choix. Hein. Vous ne serez jamais démunis si vous avez vraiment besoin de trouver des informations. Comme on dit, quand on cherche, on trouve. Hein. Donc, il y a énormément de liens de sites internet. Il y a le site national, le site régional. Il y a aussi le site de Résonance Paille pour l'instant qui existe encore, mais qui basculera sur le site Nouvelle-Aquitaine. Il y a le site d'ODIS où il y a une page aussi sur la paille et qui relaie aussi les formations. Il y a la page Facebook de Résonance où on met plein d'informations et notre mail, évidemment, et le compte Twitter du cluster ODIS qui permet aussi de trouver plein d'informations. Donc, Eve, j'espère que nous n'avons pas été trop longs. Alors, une question qui a été posée il y a quelques temps de Cécile, Raymond et Yoman Fraisse. Si vous êtes toujours connectés, si vous souvenez de votre question. Merci d'allumer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour Cécile. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Dans le cadre de rénovation, c'est vrai qu'il y a des particuliers qui souhaitent utiliser la paille pour de l'isolation extérieure. Par exemple, ils ont un garage d'une importance, une grosse importance, qui est en parpaing ou alors qui est en vieille pierre. Voilà. Donc, ma question était de savoir s'ils souhaitent qu'on leur isole extérieurement avec de la paille pour utiliser ce type de matériaux. Est-ce réellement pertinent et comment on gère le flux, en fait l'hydrométrie entre les deux matériaux? Je vais peut-être répondre à cette question. C'est toujours compliqué de parler d'un projet qu'on ne connaît pas, chaque projet étant unique et ayant autant de paramètres différents à prendre en compte. En ITE, vous avez de fait beaucoup moins de risques de problèmes d'hygrométrie et de gestion de flux entre des natures de matériaux différents. Donc à ce niveau-là, bon, il n'y a pas trop de risques. Après, la pertinence, elle va reposer sur déjà le choix effectivement du maître d'ouvrage, la caractéristique du projet, le type de mise en œuvre, la volonté d'expérimenter ou pas, aussi l'attachement à l'économie circulaire, à tout un tas de choses qu'on a présentées. Vous avez aujourd'hui plein de solutions qui s'offrent à vous quand vous voulez rénover un bâtiment. Donc en matériaux biosourcés, il y a le chanvre, vous avez en production locale, il faut voir, il y a des endroits où vous avez le riz, enfin la balle de riz, la lavande. Donc ça, on ne peut pas vous répondre si on n'a pas plus d'éléments et c'est évident que ce n'est pas dans une discussion comme ça qu'on peut donner plus de détails. Il faut un vrai rendez-vous avec un professionnel où vous avez des espaces info-énergie aussi qui sont compétents et formés sur le sujet, qui peuvent approfondir la question. À moins que vous ayez un point bien précis que vous vouliez préciser, on est un peu désemparé sur ce genre de questions. Oui, c'est sur un projet à plusieurs bâtiments. Un des bâtiments est un ancien hangar où ils logeaient en fait tous les trucs agricoles. Une des parties de mur est en parpaing existant.
Et les autres sont complètement ouverts, c'est que du poteau-poutre. Donc, les poteaux-poutres, ça, il n'y a pas de souci pour en faire du coup en paille. Mais la partie parpaing, est-ce que c'est réellement pertinent d'y adosser de la paille? Bon, c'est du parpaing brut, non enduit. Et voilà. Est-ce que c'est pertinent d'y mettre de la paille? Est-ce qu'il faut la décaler légèrement du mur et y mettre comment dire, Lame d'air. Voilà, merci, une lame d'air. Voilà, comment on gère en fait l'humidité entre le parpaing et la paille pour que ça tienne dans le temps. Là, encore une fois, je ne vais pas faire le travail d'un professionnel qui viendra sur place constater. Ça dépend des risques de remontée capillaire, ça dépend de plein de choses. Dans tous les cas, si vous mettez une lame d'air entre votre parpaing et votre botte de paille, ça veut dire que vous esquivez, en tout cas, vous annulez la capacité isolante de la paille, parce que vous n'arriverez pas à maîtriser une lame d'air fixe sur sa globalité. Donc, voilà, ce qu'on peut observer, en tout cas, je ne prendrai aucune responsabilité quant aux préconisations techniques. Ça, c'est vraiment aux professionnels qui seront venus voir le chantier et qui maîtrisent vraiment ces aspects-là à qui ça revient. Mais on voit par exemple une accroche faite avec une barbotine d'argile sur laquelle on vient coller les bottes de paille, donc en ITE, hein, c'est bien le cas que j'ai compris ici, qui va permettre d'assurer une bonne jonction entre les deux supports. Limiter cette lame d'air justement qui est préjudiciable par rapport à la performance thermique, aussi au risque incendie bien sûr. Merci Laurent. Et voilà, mais comprenez bien que c'est éminemment technique. C'est absolument pas dans ce genre de présentation que vous pourrez trouver des réponses adaptées à un projet précis. Voilà, c'est pour ça qu'on insiste fortement sur la formation. La construction paille, comme toutes les constructions biosourcées, toutes les constructions sérieuses, c'est pas quelque chose qui se résume à un coin de table, c'est une question d'expertise. Donc, je vous invite fortement à vous rapprocher des professionnels que vous trouveriez sur les annuaires pour approfondir ces questions-là. Alors, il y a MA qui a posé une question, je vais la poser. Plein de qualités du coup pour la paille, mais y a-t-il des inconvénients? On va pas être très Déjà, on vous en a objectif cité pour un. vous répondre. On vous en a cité un gros. Oui. C'est la carence culturelle. C'est déjà un gros inconvénient. La paille ne bénéficie pas du milliard de marketing, de force marketing des autres isolants que vous trouverez facilement partout. Et aujourd'hui, notre société, je crois ainsi est-elle faite, c'est un inconvénient quand on n'a pas de force marketing. Donc, aujourd'hui, vous êtes parmi les gens qui on souffre moins de carences culturelles que beaucoup d'autres. Donc, à vous la responsabilité de faire que le reste de la société souffre moins de cette terrible carence culturelle qui concerne la construction paille, comme bien d'autres domaines, hélas, qui sont très intéressants et mériteraient d'être abondamment plus utilisés. Mais en tout cas, à mes yeux, c'est le plus gros inconvénient. Antoine Frouin, vous aviez une question technique, si vous êtes toujours connecté. Merci d'allumer votre micro et de poser vos questions. Oui, je suis complètement novice dans la paille. Et ce qui m'intéresse dans cette technique de construction, c'est qu'on a l'impression qu'on peut éviter toutes ces membranes plastiques type frein vapeur et scotch qui, je trouve, enlèvent tout sens écologique à la construction bois. Et du coup, je me demandais si dans la construction grèbe ou construction remplissage paille, même sur ossature bois, on va dire standard, un enduit chaud pourrait servir de frein vapeur. Et dans ce cas, quelle pourrait être l'épaisseur de cet enduit chaud? Quel type de chaud? Et est-ce qu'on est obligé de mettre un enduit à l'extérieur ou alors est-ce qu'on pourrait passer avec une fibre par pluie, type fibre de bois par exemple, pour éviter au maximum le plastique? Alors, vous avez justement dans les règles professionnelles de la construction paille, sur lesquelles on a passé pas mal de temps, à la fin, dans les annexes, des règles de calcul sur les épaisseurs d'enduit à mettre en œuvre de manière à assurer le rôle de frein à vapeur et réduire le risque de points de rosée, de pathologies liées à l'humidité dans le mur. C'est tout à fait possible d'utiliser des enduits de terre, des enduits chauds à l'intérieur comme frein à vapeur dès lors que vous respectez
des règles de transfert, de migration de la vapeur d'eau dans le mur. Voilà. Donc encore une fois, c'est un domaine assez spécifique. En tant qu'autoconstructeur, hein, c'est pas du tout inaccessible, mais vous trouverez des formations. Alors, je l'ai vu passer dans les questions tout à l'heure, j'en profite pour y répondre. Il existe effectivement des formations pour les particuliers. Hein, la Propaille étant réservée à des publics professionnels qui maîtrisent et qui sont chevronnés sur le langage et les termes techniques. Donc, pour les particuliers qui seraient complètement perdus sur ce type de formation, il y a des formations spécifiques à destination des particuliers. Alors, par exemple, dans notre région, l'éco-centre du Périgord les propose. Vous avez aussi le centre de formation La Maison en Paille, près d'Angoulême, qui propose ce type de formation. N'hésitez pas voilà, à vous rapprocher de nous si vous voulez qu'on vous facilite les mises en relation. Mais voilà, c'est le genre de questions où vous apprendrez à trouver des solutions en vous affranchissant des solutions industrielles qui ont toute leur utilité dans certains cas, mais on peut aussi faire sans quand on y pense dès le début. Alors, il y a une question par rapport à la formation qui se tient à Bordeaux au 308 au mois de juin sur la formation est-elle maintenue? On va se renseigner, on vous tiendra informé. Ça va dépendre du confinement. Oui, tout dépendra justement de ce qui est prévu pour le déconfinement et des rassemblements. Je ne sais pas. En tout cas, le MAGE, je sais que le MAGE met ses formations en webinaire. Nous, la Propaille, on ne peut pas la mettre sous forme de webinaire puisqu'il y a quand même une partie pratique. Et il y a une maquette existante. Donc, la partie théorique, je pense que on pourrait la faire sous forme de webinaire, mais il vous manquerait toute la partie pratique. Donc, on attend de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, si on peut la maintenir, elle sera maintenue. Et le MAGE, on verra avec eux puisqu'on travaille justement à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On travaille avec plusieurs centres de formation. Il y a essentiellement les compagnons aussi dedans. On essaye de mettre au moins une formation Propaille tous les mois ou tous les 2 mois pour éviter que ça se chevauche aussi entre les départements. On a fait en sorte de regrouper et de faire un groupement d'organismes de formation qui se concertent avant de programmer une Propaille pour éviter justement le problème de remplissage et le problème de chevauchement au niveau des dates. Donc, même si au MAGE, ça ne se fait pas, peut-être qu'ailleurs, ça se fera. Et les informations, vous les trouverez soit sur le site du RFCP, soit sur le site de la région. Ça, on se rapprochera du MAGE pour savoir. Là, nous, à l'heure actuelle, on ne peut rien vous dire. Nouvelle question technique avec Sidarchi, si vous nous entendez. Alors, il y a eu des réponses. Hein. Merci à tous ceux qui ont ajouté des liens de vidéo ou ont répondu aux questions techniques. Merci. Et Alexis, si vous êtes encore connecté. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Parfait. Ouais, je me demandais s'il y avait un risque zéro, en gros, avec la paille, comment elle se comportait face au feu et s'il y avait un risque d'explosion, comme on voit dans les stockages d'exploitation agricole, en fait. Alors, le risque zéro n'existe pas, en tout cas pas dans ce monde-là. Et le principal risque, c'est la malfaçon. C'est d'ailleurs, le triste constat, c'est que bien souvent, quand il y a un problème, c'est qu'il y a malfaçon. C'est que c'est pas à cause du matériau, c'est à cause c'est la faute au défaut de compétences, qui n'est pas forcément malveillante, hein, mais voilà, quand on sait pas, on sait pas. Et on fait des bêtises, et donc il y a des incendies, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir des désordres liés à l'humidité, hein, quand on ne sait pas faire une étanchéité de toiture, quand on ne sait pas gérer des points singuliers, eh bien c'est comme quand on ne sait pas conduire, on augmente les chances d'avoir des accidents, et donc c'est ce qu'on constate. Donc si vous voulez réduire le risque, assurez-vous qu'il y ait les compétences au niveau de la mise en œuvre. C'est le mieux qu'on puisse vous dire. D'accord, merci. Juste, moi, je voulais juste préciser, de Laurent dans le chat. Oui, moi, je voulais juste préciser, là, Laurent, c'est qu'il y a des tests qui ont été faits récemment, justement, sur l'établissement à Emmanuel d'Alzon. Le but, sur les tests au feu qui ont été réalisés, c'est vraiment que les gens aient le temps de sortir de la maison. Donc, à titre d'exemple, sur des tests en intérieur, ils ont pris l'exemple d'un canapé qui prend feu pendant 20 minutes. Et sur l'extérieur, on reconstruit une façade à l'identique. Et par exemple, les derniers tests qui ont été effectués
au mois de février, au bout de donc c'est un mur ossature bois remplissage paille avec enduit chaud extérieur. La mise à feu a duré 35 minutes. On a poussé les tests à fond où ils ont laissé jusqu'au lendemain se consumer. Et quand il y avait à peu près 150 capteurs, et les premiers résultats qu'on a eus, la paille était à 12 degrés, c'est-à-dire qu'elle se consume et elle n'avait pas pris feu. Donc, ça laisse largement le temps en fait aux gens d'évacuer la maison. C'est vraiment ce que demandent les pompiers ou la sécurité incendie, c'est vraiment que les gens et comparé à une maison en béton, ça laisse largement le temps de prendre vos affaires et de sortir. Mais que les murs en béton, les maisons en béton, non. C'est calculé, les tests sont faits pour que les gens aient le temps de, comme dit Nicolas, le risque zéro n'existe pas, mais c'est vraiment le temps que les gens aient le temps de sortir. Une dernière question, vraisemblablement, au vu du temps, on a dépassé de 10 minutes. Marc Lobo, Oui. tu avais une question. Si tu peux allumer ton micro, Marc, si tu es encore là. Je pense que… Sinon, je vais la poser. Marc posait la question si on pouvait utiliser le plâtre comme enduit. Alors, je crois que ce n'était pas une question, hein, c'est qu'il disait oui, on peut. Tout à fait. Je pense qu'il a testé, Marc. Pour précision, Marc Lobo est compagnon et formateur au centre des compagnons à Limoges, et maçon. Et je pense qu'il a testé, c'est pour ça. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus, Marc? Tout à fait. Donc, sur une maquette, suite à une formation ProPaille, on avait fait des enduits plâtre pour voir comment évoluer et comment se comportait le plâtre sur la paille. Donc, il n'y a pas de problématique. Le plâtre étant aussi un matériau naturel, ça convient très bien à des enduits intérieurs qu'on peut faire aussi avec la terre. Tout à fait. Il y a plusieurs exemples, notamment en région parisienne, de maisons en paille largement enduites en plâtre. Intérieur-extérieur d'ailleurs. Alors, sur tout ce qui est question incendie, test au feu, Laurent a posté dans le chat, il y a un webinaire avec Gojard qu'on ne présente plus, je crois que c'est le 29 avril. Vous allez trouver les indications dans le chat. N'hésitez pas, inscrivez-vous. Voilà, je pense que ça pourrait être très intéressant parce que très pointu sur les aspects techniques concernant la paille. Oui, justement, c'est le RFCP qui met en place ces différents webinaires. Donc, il y a plein d'autres webinaires et vous trouverez le lien d'inscription sur le site du RFCP pour pouvoir assister à ce webinaire, justement. Ah, et Maxime nous dit ce webinaire est réservé aux adhérents RFCP. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Moi, je ne pense pas. S'il clique sur le lien, est-ce que c'est marqué On vous donnera l'information dans le mail retour. Non, celui de Gojard est bien réservé aux adhérents. Le succès étant tel que… Mais d'autres partenaires le proposent. Fibois, notamment Nouvelle-Aquitaine, propose ce webinaire également.